Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue pour ce premier numéro de la saison 3 de French Big Ballers. Qui dit nouvelle saison dit free agency, les Lakers ont fait fort en raflant les meilleurs joueurs de la ligue, du moins si l'on s'arrête à la saison 2014, mais ça on y reviendra plus tard. Tout d'abord, j'aimerais présenter mes deux camarades, prolongés pour une saison minimum par le front office. Nas, comment va la Tunisie ? Eh ben écoute, ça va, qualifié hier en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, sachant qu'on n'a pas gagné un seul match dans le temps réglementaire jusqu'ici, c'est beau. Mais sinon, non, ouais, de bonne humeur, du coup, grâce à la CAN. Demain, je suis en vacances à Amsterdam, donc doublement de bonne humeur. Donc tout va très très bien. Adrien, comment tu vas suite au transfert de ton chouchou Darren Collison pour le FC Jéhovah? C'était chaud quand même. Je crois que c'est la pire nouvelle de la free agency, mais on va revenir là-dessus. On va commencer, puisqu'on l'avait teasé lors du dernier podcast en 2 parties. N'hésitez pas à aller l'écouter si jamais ce n'est pas fait. Mais la free agency s'annonçait chaude et étendue du côté de Los Angeles avec une enveloppe pour recruter comprise entre 24 et 32 millions et tout un roster à construire autour de LeBron James, Anthony Davis et l'autre éminent membre du futur Big Three, Kyle Kuzma. Après un petit mouvement permettant aux Lakers de dégager l'espace pour un contrat maximal, ces derniers se lançaient à la poursuite du gros poisson, notamment l'esturgeon à trade-lock, messieurs. Yes. Les différents gros joueurs trouvaient chaussures à leurs pieds, certains re-signant à la maison comme Middleton, Harris, Klay Thompson, Kyrie, d'autres s'envolaient vers des cieux plus ambitieux. Comme Terry Rozier à Charlotte. C'est finalement 6 jours après l'ouverture du marché que Kawhi donne sa décision, celle de s'engager à Los Angeles, mais du mauvais côté de la barrière. Les Clippers raflent donc la mise, d'autant plus que l'autre franchise des LA a négocié en sous-même le transfert de Paul George contre Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari et 5 picks. Messieurs, j'imagine que vous êtes forcément déçus de la décision de Kawhi. Une petite réaction à chaud. C'est plus vraiment à chaud, vas-y Adrien. Bah ouais, c'était quand même à chaud, en tout cas au moment où tu l'apprends, c'est-à-dire au moment au réveil. La PLS quoi. La PLS, c'est la triple PLS. Tu fais il est pas chez nous. Il est chez les Clippers. Quoi, Paul George aux Clippers? Oh putain. Tu vois, c'est l'enchaînement des trois qui font que non, tu le prends pas très très bien. Ça dure environ 1 minute et après tu dis nique-toi, de toute façon on sera quand même champion. Voilà. Ah, ça c'est beau, belle mentalité. Non, un petit mot rapide. Franchement dégoûté. Surtout qu'en plus, beaucoup du coup d'insiders qui avaient tort, qui savaient peut-être pas assez de quoi ils parlaient, l'envoyaient vraiment feu vert aux Lakers. T'avais le fameux insider Anonymous de Reddit qui avait fait un tweet qui avait excité la terre entière, disant que ses sources avaient dit que c'était fait. Que c'était un Purple and Gold. Reddit a perdu en crédibilité pour 10 ans. Là, tu vois. Ouais, et c'est dommage parce qu'ils ont vraiment de vrais bons insiders qui connaissent beaucoup de choses. Et eux-mêmes, de leur côté, ils font pas mal d'enquêtes. Notamment, on l'avait vu sur les avions, entrée, sortie des aéroports, etc. On va en reparler après. Qui quand même envoyait Kawhi vers les Clippers au moment où on a commencé à parler des avions. Mais voilà, non, très dur, mais maintenant on fera sans. On a quand même Anthony Davis, puis on en parlera plus tard. On a aussi signé Rajon Rondo et ça c'est bien. Non, je rigole. Donc plus sérieusement, oui, Kawhi c'est une grosse déception parce que moi j'y ai cru jusqu'au dernier moment. J'y ai cru. On avait tous les signaux étaient au vert à partir du moment où on avait réussi à trade Wagner, Bonga et Jones aux Wizards. Derrière, tu as Anthony Davis qui renonce au trade kicker. Donc, on avait réussi à dégager, le cap space pour ce 3e max free agent. La réunion entre AEG et New Balance se passe visiblement bien. Il n'y a pas de couac dans le pitch. Mais bon, c'était sans compter un travail en sous-main assez incroyable, finalement, des Clippers de la part de Lawrence Frank et Jerry West. Voilà, c'est dommage. C'était vraiment c'est dommage, mais ça valait le coup de jouer. Ouais, voilà. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Faut pas trop se prendre la tête avec. Alors on a perdu beaucoup de temps. Beaucoup de gens nous sont passés sous les doigts. Vas-y, pose là. Puisque beaucoup de personnes, même sur Twitter, nous ont mentionné en disant, qu'à la place du front office des Lakers, ils n'auraient pas fait ça. Ils auraient tout de suite sauté sur les free agents comme Ricky Rubio, Pat Beverley. Non mais putain, c'était sérieux. Je disais ça sérieusement. Pat Beverley et compagnie, quoi, viser des free agents un peu plus, d'un calibre moindre, mais avec une grosse chance de les signer. Ouais. Et finalement, ça a signé très vite pour les premiers free agents. Ils étaient déjà tous d'accord avant la free agency. On passe un big up à Adam Silver qui trouve des tampering un peu partout sauf là. Voilà, c'est ça. Et pour très cher en fait, en plus d'ailleurs. Hein. Et c'est ce qui me fait dire aussi que moi honnêtement, comme tu disais Adrien, on a joué la carte à fond et malheureusement c'est pas passé. C'est vraiment dommage. Pas plus de regrets que ça. Quand je vois les salaires, Ariza qui prend 12 millions et demi. Mais j'aime bien Trevor, je le voulais aux Lakers, mais
Ah, mais il n'y a pas que lui, ils ont tous pris, tous, des grosses sommes, franchement, tous autant qu'ils sont. Mon seul regret de toutes les grosses signatures, c'est Butler au Heat. C'est vraiment la seule. Ouais. Bah, déjà, ça fait chier pour lui, pour commencer. Mais ouais, c'est ça, je sais il bien. l'a cherché, hein. Ah, il l'a cherché, ce con. Enfin, c'est Jimmy Butler, mais ouais. Non, mais comme tu disais Clément, moi je pense qu'il faut pas qu'on ait tant de regrets que ça, parce que de toute façon, on aurait surpayé probablement 3 ou 4 free agents et qu'on se serait retrouvé à devoir donner plus de minimum que prévu. Là, on a quand même récupéré ce qui restait, faut être honnête aussi, on va pas se mentir. Mais tu vois, je préfère finalement qu'on ait construit un effectif en fait un peu plus dans la galère, tu vois, en cherchant un peu, tu vois, et en fouillant un peu, plutôt que de tout de suite balancer par exemple 20 millions sur D'Angelo Russell, tu vois, et se retrouver en slip pour tous les autres, tu comprends. Non mais c'est vrai, c'était un scénario qui était carrément impossible. On se retrouve à balancer une grosse somme sur D'Angelo ou des grosses sommes sur d'autres joueurs. J'avais vu il y avait des contrats qui étaient incroyables. Tu parlais celui d'Ariza, il est assez ouf. Bon voilà, des regrets normal, parce que c'est surtout pour Kawhi en fait, pas vraiment pour les autres agents, plutôt pour Kawhi, parce que j'aurais aimé qu'il fasse ce Big Three avec LeBron et AD, et ça nous aurait garanti le titre, même si je pense qu'aujourd'hui on reste quand même des favoris, forts favoris, ça dépendra de ce que fera notre coach, mais forts favoris quand même pour la saison prochaine. Voilà, moi je pense qu'il faut passer à autre chose, et d'ailleurs on va le faire tout de suite puisqu'on va parler des gens qu'on a signés. Juste pour continuer sur cette histoire de manque de regrets par rapport au reste de la free agency, je suis d'accord avec toi, et si tu regardes un petit peu les noms qu'on avait cochés dans le dernier pod, ça donnait quoi? Soit tu as eu du Darren Collison qui prend sa retraite de manière inexpliquée, donc à ce moment-là tu peux rien faire. Ensuite il y a quoi? T'as du Beverly qui est quand même à mon avis largement surpayé, bon pour une fois. Ouais, extrêmement surpayé, mais bon il le mérite, on va dire c'est bien pour lui. Au niveau des pivots, on avait coché Dedmon, à mon avis là aussi c'est surpayé par rapport aux minutes qu'il aurait eu chez nous, c'est quand même un peu cher. Et tu as Brook Lopez qui visiblement n'a jamais été à partir du moment où Mirotic partait des Bucks, Lopez n'envisageait pas de signer autre part que chez eux. Donc finalement, sur cette première semaine, qui on rate vraiment? La question que je pose, hein, à mon sens, pas grand monde. Hein. On en rate quand même quelques-uns qui auraient pu être sympas. Satoransky, par exemple, au poste 1, ça aurait pu être cool. Et ça intervient 2-3 jours après le début de la FA, tu vois. Oui, il y avait quelques petits choix intéressants, mais quand tu regardes leur contrat, de façon vraiment, purement en constatant, tu te rends compte quand même qu'ils ont tous autant qu'ils sont des contrats abusés. Il y a genre eu aucun contrat, moi, dans tous les free agents qu'on avait mentionnés, où je me suis dit, ah là, putain, fait chier, tu vois, on aurait dû payer, tu vois. On aurait dû lui donner, on aurait dû matcher, tu vois. Ouais. Peut-être Green aux Clippers. C'est quand même ça fait chier. Ouais, je pensais aussi à Jeff Green à Utah, mais les deux Green. Allez, on part sur les deux Green. Ouais, les deux Green. Et nous, on en a surpayé un, tu vois, donc comme quoi, c'est super. Mais non, ouais, c'est vrai qu'on en voit quand même beaucoup partir. Corey Joseph, c'est un choix que Clément aimait beaucoup, mais c'était un bon choix aussi. Mais lui, pareil, il s'est fait rincer. Il s'est fait rincer. Ce qu'ils ont fait, c'était très bien, je trouve, en tout cas. Ouais. Dedmon, Corey Joseph, ils ont re-signé Barnes. C'était pas mal dans l'idée, mais après, ça a suivi le marché, quoi. Eux aussi, ils ont surpayé les joueurs. Ellington, il a pris, nous on le voulait au minimum, ou peut-être à la rigueur 1 million sous du minimum. Je crois qu'il prend pas un truc comme 5 millions cette année, un truc comme ça. Enfin, plus que ça, ils se sont. Oui, il prend 8, hein. Ouais, il prend 8 millions la saison. Putain de merde, ouais. Ah oui, ouais. Mais regarde-toi, on pensait de nous avant la free agency, genre Reggie Bullock, ok, tu le re-signes au minimum 12 millions. Ouais, carrément. J'avais entre le minimum et la room, mais c'est ça, tu vois, d'où tu mets ça sur Reggie Bullock? 12 millions avant les problèmes, parce qu'apparemment là, tu vas avoir un client de ferme et 2 Smarties de pauvre. Je pense qu'il a merdé, mais. Non mais oui, Seth Curry aussi, c'était un petit regret de l'avoir perdu, mais pareil, il prend 8 millions par an, 8 millions par an sur 4 ans, c'était pas du tout les prix du marché. Non, oui. Le prix de ce marché-là, mais c'était pas le prix qu'on aurait mis nous avant le début de la free agency. Absolument. En fait, je pense que beaucoup nous auraient glissé sur les doigts, même si on s'était positionné sur eux, parce qu'on n'aurait pas eu assez d'argent à leur offrir de toute façon. Et puis si on leur avait offert ce fric-là, on aurait signé 3 joueurs et le reste, on se serait tapé que des merdes minimum, tu vois. Donc, ça aurait été le même problème finalement que ce qu'on a eu dernièrement. Quelque part, c'est un mal pour un bien, parce que vu qu'on a tendance parfois à un peu surpayer quand on est, quand on est en fond. Quand on est en fond, donc là, dans un marché comme ça où tout le monde a du cap et tout le monde envoie un peu des contrats à tire-larigot, c'est pas plus mal qu'on ait eu finalement une semaine où la plupart des cibles sont parties, et après en gros tu te positionnais sur quoi? Soit de l'achat malin, donc pas cher,
soit sur des gars qui attendaient que tu foires Kawhi pour après arriver et se positionner pour les Lakers. Bon, c'est pas plus mal. On a fait les deux d'ailleurs, on va en parler, mais on a signé ces deux types de contrats. Le résumé de notre free agency, oui, c'est à peu près ça, oui. Oui, parce qu'on peut quand même dire qu'il y avait un plan B. D'ailleurs, on peut souligner que Rob Pelinka et son front office avaient prévu un plan B, qu'ils ont directement déclenché après l'annonce de Kawhi d'ailleurs. Et pour résumer, donc signature de Danny Green, Kentavious Caldwell-Pope, Quinn Cook, DeMarcus Cousins, Rajon Rondo, Alex Caruso, Avery Bradley, et qui ont pu rejoindre Troy Daniels et Jared Dudley, qui était signé au minimum avant, qui avait été annoncé avant la décision de. Avant la décision, ouais. Messieurs, on fait du cas par cas, on parle de ces signatures. Bien sûr. Allons-y. Alors, est-ce qu'on peut estimer que Rob Pelinka s'est parfaitement tiré du merdier qui pointait au bout de son nez là? Parfaitement. Avant, on peut dire oui. Parfaitement, rien n'est jamais parfait. Parfaitement non, mais est-ce qu'ils s'en est bien tirés? Moi je trouve que oui quand même. Je trouve que ça aurait pu. En fait, je me dis ça aurait pu être pire. Connaissant Pelinka, connaissant même Jenny, connaissant un peu tout ce qui gravite autour de la franchise, tu vois, comme personne pas très professionnelle, on aurait pu, tu vois, signer des joueurs pires que ce qu'on a signé. On se les fait un par un ou ça se... vas-y, Adri, peut-être donne ton avis sur la situation, mais peut-être après on se les fera un par un. Du coup. Ouais, on aurait pu faire pire. Après, j'ai toujours autant de mal à comprendre comment Pelinka et les personnes qui sont autour de lui pour le conseiller décident, in fine, de comment construire un roster de NBA. J'ai l'impression qu'il y avait une ligne directrice qui avait été avancée, c'était il nous faut du shoot. Bon, effectivement, quand tu as LeBron et Davis dans un effectif, c'est-à-dire deux personnes qui vont monopoliser la balle pendant très longtemps et qui vont attirer tellement de défenseurs sur eux que ça va créer forcément des trous au périmètre, c'est une bonne chose. Mais je me dis, on va analyser tout ça, j'imagine, mais il y a quand même des trous ou des manques dans la construction du roster qui seront des points d'interrogation qui vont subsister, à mon avis, tout au long de la saison. Ouais, sachant qu'il y aura quand même des buyouts au moment de l'hiver qui feront peut-être qu'on pourra pallier un peu à ces carences. Mais c'est sûr que là, le roster, il est mieux équilibré que nos rosters des saisons précédentes. Faut le dire. Moi, je trouve que ça va. Je trouve qu'au niveau équilibre, on n'est pas trop mal, mais il y a certaines carences. On va en parler, je pense, au niveau du playmaking, au niveau de la défense. J'ai des postes qui me posent problème. Au niveau de l'équilibre, c'est le poste 1 et le poste 5. Moi, j'ai à voir. Tu vois, c'est vraiment dans ma catégorie à voir. Le poste 1, évidemment, quand tu dois choisir entre Caruso, Rajon Rondo ou Avery Bradley pour mener ton équipe et Quinn Cook, voilà, c'est sûr que ça vend pas du rêve, c'est sûr. Le poste 1, il est pas ouf, il est pas foufou. Le poste 5, si DeMarcus Cousins revient bien, ou ne serait-ce que moyennement, connaissant son niveau et son talent, moi je pense qu'on est bien au niveau du poste 5, tu vois. Avoir une rotation. Pour rebondir sur tes propos, Nas, j'aurais pas dit équilibré, j'aurais plus dit logique. Ouais, c'est-à-dire que l'année dernière, quand tu commences à signer des playmakers et des mecs qui vont bouffer la gonfle en disant ouais, ça va être super, LeBron il n'a jamais eu cette configuration, alors que tu sais pertinemment que ça va pas fonctionner, là au moins on met du shoot, on met des shooters autour. C'est déjà un peu plus logique dans la construction. Mais ouais, au niveau de l'équilibre, quand on a commencé à annoncer Quinn Cook et qu'il y avait plus d'autres meneurs de gros calibre ou de calibre moyen si ce n'est Rondo, ça s'annonçait compliqué pour la suite, puisque on va revenir sur Rondo, mais il y a quand même il restait plus rien de disponible à la main d'intéressant. Comme on a dit, les choix premiers c'était Sato, c'était Corey Joseph, tu vois, c'était des joueurs comme ça. Bon, il restait des paris genre Trey Burke, mais ça je pense pas que le FO vous veuille tenter ce pari. Ils l'ont pas fait d'ailleurs. Moi, Adri, quand même, pour rebondir par exemple sur ce que tu avais dit sur le podcast d'avant concernant Anthony Davis, et que tu avais peur justement que LeBron en fasse son espèce de lieutenant ailier, grand ailier qui est capable de shooter. Moi, comme dit Clément en parlant de logique dans ce roster, je me dis que ça devrait quand même te rassurer par rapport au fait que ils ont pensé au shoot et ils vont pas se servir d'AD comme le mec qui va simplement devoir balarguer. Moi, je pense qu'ils ont construit le roster en se disant on va avoir une espèce de bête à deux têtes, LeBron et Anthony Davis, qui vont être à l'intérieur, qui auront des ballons, qui auront beaucoup la balle, et à côté on leur met des gens à qui ressortir cette fameuse balle quand il y a besoin, ou en contre-attaque et pour du positionnement, par exemple Danny Green, etc. Donc je sais pas, moi c'est pour ça que je trouve quand même qu'il y a une espèce de mini osmose quand même dans ce roster, et ça va. Non, je suis totalement d'accord avec ça. Ce qui rassure, même si on rate la troisième cible du Big Three,
c'est que voilà, maintenant on a un vrai one-two punch et donc AD sera utilisé à sa pleine utilisation. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est quand même un point positif. Faudra voir comment ça se passera sur le court, bien évidemment, mais il y a quand même un motif d'espoir par rapport à ça. Parce que c'est pas anodin de faire venir Troy Daniels, Dudley, Danny Green, etc. Ces mecs-là, tu les recrutes uniquement pour tirer à 3 points, quoi. Ils vont pas te servir à grand-chose d'autre. Bon, Danny Green est un peu en défense, heureusement, mais voilà. Bon, KCP, lui, on sait pas quoi il va nous servir encore cette année. Rajon Rondo, on sait pas trop non plus, mais je pense que on va y revenir de toute façon. On commence, on fait par ordre chronologique, messieurs. Ouais, c'est bien ça. Ouais, allez, chronologique, c'est bien. Ouais. On commence donc par Troy Daniels, messieurs, qui a signé en premier pour un contrat minimum. Moi, j'en avais parlé au podcast de mémoire, j'avais évoqué son petit nom au podcast d'avant. Pour moi, bon pick-up. Bon pick-up, c'est-à-dire que ça va être ton arrière qui peut stretcher en 3 si vraiment il y a besoin dans du crunch time, qui va pas jouer beaucoup de minutes, mais qui est un vrai, pour le coup, lui, un vrai sniper au périmètre. Et moi, je suis content. Moi, je suis content pour Troy Daniels, ça va. Pour un minimum, un mec qui va venir qui va venir cirer ton banc, lapsus. Voilà, je trouve pas ça trop dégueulasse. Adrien, ton avis? Ouais, je disais que même la signature de Troy Daniels quelque part a annoncé notre free agency, du shoot et des interrogations en défense et sur même, je dirais même sur la polyvalence offensive de ce qu'on a signé derrière. Ça a c'est un peu annoncé la couleur. Et dans l'idée, si tu veux, de remplacer un Reggie Bullock, Troy Daniels, c'est bien. Ouais, d'autant que Reggie Bullock, il a pas beaucoup joué, mais le peu qu'il a joué, c'était pas ça. Hein. Donc, franchement, pourquoi pas avoir du 109 et tenter avec quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. Ouais, et pour ceux qui voulaient signer Kyle Korver, c'est exactement le même profil, les gars. Ouais, c'est absolument le même profil, mais vraiment. Troy Daniels, c'est peut-être un poil moins lent, mais sinon, c'est exactement le même profil. Ouais, c'est les mêmes forces au shoot, en spot-up et même en sortie d'écran, et les mêmes difficultés en défense, quoi. Donc, signer Kyle Korver, pour nous, je pense que c'est pas utile, et on l'a dit plusieurs fois à travers des tweets sur le compte. Non, là, c'est un peu tard, quoi. C'était soit l'un, soit l'autre. Et voilà, c'est ça. Là, ça sert plus à grand chose. Ensuite, il y a eu Dudley, du coup. Ouais, on passe au suivant. Donc, je vais te laisser en parler, Nas, toi qui adore Carmelo Anthony. Est-ce que signer un ailier twinner avec un bandeau, est-ce que ça te plaît? Alors, je vais être honnête avec nos auditeurs. Moi, c'est vrai que Jared Dudley, j'en parlais en privé, justement, entre nous. C'est un joueur que j'ai jamais aimé. Jamais aimé, pas par son basket, plutôt par sa personnalité. Moi, le voir dans l'équipe adverse, tout le temps hargneux. En plus, il est vilain, ce mec. Faut dire la vérité, tu vois. Il est moche. Il est vraiment moche. Et je sais pas, il m'inspirait rien, ce type. Mais j'arrivais à lui prêter des qualités de basket. Notamment, ce qui me plaît dans son profil, c'est le fait qu'il soit ailier, mais qu'il puisse stretcher et jouer 4, dépanner 4 si besoin. Moi, c'est un bon petit profil. En plus, ça a l'air d'être un mec très très bien pour le vestiaire, qui a l'air de vraiment très très corporate. Donc why not finalement. En fin de compte, why not. Mon avis, il a un peu changé sur lui entre temps. Adrien? Ouais, c'est un recrutement malin, même si c'est un gars qui auparavant dans ses déclarations sur les Lakers et certains joueurs iconiques des Lakers n'a pas été le plus tendre. Ouais. Et le plus pertinent. C'est une des raisons pour lesquelles je l'aimais pas d'ailleurs en passant. Mais l'anticobisme primaire de Jared Dudley est suspect. Maintenant, si on doit en croire les stats, à la fois on a recruté un joueur qui est, un shooter décent, un défenseur décent et quelqu'un qui joue beaucoup sans ballon. À partir de là, il remplit, si tu veux, bon petit role player. C'est ça, il remplit les besoins d'un roster construit autour de Davis et de LeBron. Donc pourquoi pas. Effectivement, si derrière dans le vestiaire il peut assumer une espèce de rôle du vétéran et quand même qui maintenant a quelques expériences aussi en playoff. Non, pourquoi pas. À voir après le nombre de minutes. Le nombre de minutes, le rôle et ça, c'est un peu comme Daniels. Avec les signatures qui ont suivi, je me demande quelles seront, ses minutes l'année prochaine. Ouais. Donc pour un contrat minimum, on prend, bien entendu. Oui, évidemment. Voilà. Évidemment. Pour le prix, ça reste un bon recrutement. Ah bah oui. Il est au minimum. Voilà. Quand tu vois certains profils un peu similaires aux siens de la free agency qui ont pris un gros billet, je peux t'estimer heureux de le signer au minimum, ce mec, en fin de compte. Je suis d'accord.
Ouais, parce que comme tu disais, mine de rien, il a des restes intéressants. Hein. Au niveau du shoot et au niveau de la défense, Adrien, même si c'est un peu en dessous au niveau du shoot, il sort une belle saison, je trouve. En tout cas. L'ironie de l'histoire, c'est que c'est au moment où on l'a entendu le plus, où il a ouvert sa grande bouche en playoff, il s'est fait laver et il a shooté n'importe comment. Mais bon, on lui souhaite de se taire pendant les playoffs. On passe au suivant, messieurs, et c'était Danny Green. Ouais. Qui veut en parler en premier? Ouais, allez, vas-y, rapide. Danny Green a annoncé du coup juste après la signature de Kawhi, si je me trompe pas. Ouais. Exact. Écoute, là pour le coup, moi je trouve que c'est un bon recrutement. Et tout à l'heure, j'ironisais sur le fait qu'il soit surpayé. Non, pour moi, il est pas surpayé. Pour moi, le contrat, c'est pas un mauvais contrat, c'est pas un excellent contrat non plus. Mais je me dis que ce mec-là, c'est bien qu'on l'ait signé 2 ans, par exemple, typiquement, parce qu'en plus, il a pas de player option, hein, c'est 2 ans garantis dans l'absolu, c'est ça? Sur la deuxième année. Pour Danny Green, ouais, c'est 2 ans garantis. Moi, c'est bonne signature. Il va nous coûter cher cette année si on essaie d'être pragmatique, mais l'année prochaine, on sera bien content de l'avoir. Si, espérons, Anthony Davis re-signe, par exemple, ce sera un joueur parfait pour continuer l'aventure pour la saison prochaine au moins. Profil intéressant qui a fait ses preuves avec les Spurs, qui a fait ses preuves avec les Raptors, et puis moi je suis content. Je trouve que c'est une bonne signature. Après, surpayé dans la mesure où, quand tu vois les salaires, j'aurais tendance à dire que c'est justement pas super payé non plus. Ouais, non, c'est pour ça que je dis que c'est pas. Non, j'ai dit surpayé pour ironiser en début de pod, mais pour moi c'est un bon contrat, tu vois, pas extraordinaire, pas mauvais. Moi je suis là suffisamment content, c'est vraiment pour le deuxième année. Ah oui. Je pense que c'est l'idéal, et c'est d'ailleurs ce qui a souligné aussi puisqu'on va leur quand même faire un petit compliment sur l'intersaison des Knicks, c'est qu'ils ont signé pas mal de contrats sur 2 ans, et ça leur donne un peu plus de flexibilité pour encore chercher à signer le gros free agent dans 2 ans. Est-ce que tu es méchant, Clément? Même pas, en plus, je dis ça gentiment, je dis qu'ils ont fait une bonne chose, tu vois, et Adrien, un retour sur Danny Green, sur ta signature? Je pense qu'on a signé le meilleur 3&D sur le marché, et c'était exactement ce dont on avait besoin à ce moment-là. On pourra le remercier de nous avoir attendu jusqu'au moment de la fête de Kawhi, parce que lui, il va vraiment équilibrer notre roster. Alors évidemment, titulaire indiscutable, et bon, c'est très bien. Ça nous stabilise au poste 2, voire au poste 3, selon la configuration que choisira Vogel, mais non, c'est vraiment très bien. Donc du coup, oui, je suis d'accord avec Clément, c'est pas tant surpayé que ça par rapport au fait, quand tu vois comment ont signé les autres et quel est son statut dans cette free agency, il ressort d'une très belle saison statistiquement parlant. Hein. Ça reste très très solide sur les 2 postes qui nous intéressent, c'est-à-dire le shoot au périmètre ainsi que la défense. Ouais. Non, très bien. Et puis très bien parce qu'il montre quelque chose ça montre quelque chose aussi à Anthony Davis, c'est te dire, Davis, tu vas re-signer l'année prochaine, t'es sûr au moins de rejouer avec LeBron et de rejouer avec Danny Green. Mais ça, c'est quand même pas rien, ça fait quand même 2 bons petits joueurs déjà pour continuer l'aventure, tu vois, donc c'est des petites garanties. Un double champion NBA. Oui, absolument. J'y trouve un avantage supplémentaire, monsieur, c'est que Danny Green est excellent en spot-up. Par contre, cette année, il a été nul à chier en sortie d'écran. Mais bon, vu que c'est Jason Kidd qui va dessiner les systèmes, normalement, il n'y aura pas trop de mouvement. Voilà, ça devrait le faire. On est bon. Donc, comme on l'a résumé, donc, gros shooter et en défense, peut-être l'un des meilleurs défenseurs sur le marché. Donc, un upgrade certain vis-à-vis du suivant, messieurs. Kentavious Caldwell Pope. Le retour du fumier. Lui, le jour où il a choisi Rich Paul comme agent, putain, il pourra bénir ce jour, tu vois. Dans sa vie, il aura son anniversaire de mariage, celui de ses filles, et puis le jour où il a signé avec Rich Paul. Putain. 17 millions plus 12 plus 16, c'est ça ce qui nous aura pris chez nous quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Hein. C'est pas mal. Hein. Et on parle d'un mec quand même qui est passé en prison. Enfin, le nombre de joueurs qui se sont éclatés, qui ont vu leur carrière démontée parce qu'ils ont eu une conduite en état d'ivresse ou des conneries comme ça qui les ont emmenés en prison, et lui il arrive à ressortir ça, et comme s'il avait été... Lui c'est l'insubmersible, c'est le Pierre Bellemare du basketball. Non, franchement, moi un peu dégoûté qu'on l'ait re-signé. Adri, peut-être que tu aimerais démarrer sur le sujet qui est je te sens chaud. Ouais, ça fait non, je suis pas si chaud que ça, parce qu'en fait j'ai une interrogation, et là du coup j'ai une interrogation avec jusqu'à quel point on peut faire confiance aux statistiques de People Index.
Parce que si tu prends les stats de B-Ball, parfois il en ressort un joueur, mais bon, c'est un bon joueur, toi, KCP, si tu regardes, tu fais, ah, quoi, oui. Sur les grades. Ouais, c'est ça, ouais. B-, tu vois, au shoot au périmètre, B en 1 contre 1, B à la finition, B+, sur le post-up, B+, en défense au périmètre, tu fais quoi? C'est le joueur qu'on a vu, on avait cette perte dans l'effectif. Ouais. Donc je sais pas, tu vois, parce que vu le rôle qui a été le sien l'année dernière, c'est-à-dire pas grand-chose, hein. Il n'a pas eu beaucoup de minutes uniquement sur la fin de saison, où il a pu un peu... quand tout le monde était blessé, en gros, il a pu à nouveau avoir des tickets et donc augmenter sa production. Moi, je ne sais toujours pas, in fine, quel type de joueur on a avec KCP. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a ces qualités-là, telles qu'on les voit, hein, je te dis, les stats l'aiment bien, hein, même ça fait depuis 2 saisons où en défense au périmètre, les stats l'aiment plutôt bien. Pour le shoot, pareil. Alors, est-ce qu'avec un rôle accru, un rôle fixe, ça va mieux aller? Avec à nouveau de la confiance, puisqu'il est signé sur 2 ans, est-ce que ça va aller? Ou alors, on aura à nouveau cette espèce de joueur qu'on a l'impression qu'il est toujours dans le gamble, avec un positionnement pas terrible, le shoot, c'est un match sur 4. Alors, c'est que quand il est en feu, tout rentre, mais sinon, il n'existe plus pendant 3 matchs. C'est ça qui fait peur avec lui, en fait, hein, vraiment. Tu vois, c'est comme pour Daniel Dudley. Quel sera son rôle précis l'année prochaine avec Vogel? Ouais. Après, j'aurais tendance à nuancer, Adrien, sur les grades, comme tu disais, il y a certains joueurs où on peut douter, on y reviendra plus tard. Oui, il y en a un autre. Ouais. Quand tu regardes les stats sur le PIPM et sur le POE, les stats qu'on avait déjà évoqués sur l'impact et l'efficacité, là, ça le met dedans. En défense, il est en dessous de 0, je crois qu'il a un moins 0,9, un truc comme ça, une connerie comme ça. Ouais, mais ça, c'est sur donc ça, c'est de l'efficacité, mais normalement, les grades doivent intégrer ça comme dimension. On sait comment dire que c'est une fusion à la fois du PIPM et du POE. C'est comme ça, à mon avis, qu'ils ont dû le pondérer. Donc, même si, par exemple, normalement, le défensif PIPM devrait le mettre bien. C'est le cas? Non. Alors, je sais pas. Tu vois, je sais pas du tout comment ils construisent leur grade. Là, c'est une vraie interrogation. Hein. Bah, je pense qu'on devrait leur poser de toute façon. Ouais, non, c'est une vraie question à poser parce que lui, comme pour un autre qui va suivre, c'est un vrai mystère. Ouais. Bah, le qui va suivre, je crois que. Ah non, c'est pas tout de suite. Alors, je me corrige, j'avais dit moins 0,9, en fait, c'est moins 1,9. Tu vois. Putain, oui, ce qui est pour le coup vraiment pas terrible du tout, quoi. Ouais, non, c'est pas terrible. Voilà, mais pour résumer, comme on l'a dit depuis plusieurs saisons, en fait, KCP c'est un free and D en fait, mais sans défense et avec un shoot irrégulier. Voilà. C'est pas mal ce que je trouve. C'est encourageant. C'est encourageant. On passe au suivant, messieurs. Quinn Cook en provenance de Golden State. À 3 millions la saison. Alors moi, bizarrement, je pense que je sais. Non, peut-être pas, parce qu'il y a l'autre aussi derrière. Mais c'est peut-être notre plus mauvais recrutement, Quinn Cook. Pas tant pour le joueur en lui-même, hein. J'ai rien contre Quinn Cook, hein, et d'autant plus qu'il c'est un gros fan des Lakers, et ce depuis sa plus tendre enfance, donc ça fait toujours plaisir les enfants du pays qui reviennent et qui doivent probablement réaliser le rêve de leur carrière. Mais est-ce qu'on paye 3 millions un shoot d'un mec qui était backup et qui ne sera vraisemblablement pas plus que ça chez nous parce qu'il ne sait faire rien d'autre? Voilà ma grande interrogation avec Quinn Cook. À quoi ça sert? À mon avis, Quinn Cook, on va se servir comme les Warriors. À mon avis, vraiment, on va se servir comme les Warriors, c'est-à-dire, c'est le mec qui, dans du crunch time, par exemple en playoff, tu vas être content de l'avoir pour prendre quelques tirs, potentiellement en mettre quelques-uns. Un peu ce même rôle un peu symptomatique qui était donné à J.R. Smith, par exemple, pendant les playoffs avec Cleveland à l'époque. C'est rassurant. Voilà. Oui. C'est sûr, mais non, mais pour le coup, les Warriors, c'est vrai que ça peut sembler entre guillemets débile de laisser des responsabilités à ce mec parce que finalement, il a quand même quelques tirs et c'est comme ça que les gens l'ont connu. Moi, je serais pas contre dans l'absolu si on le faisait entre guillemets pas beaucoup jouer, voire pas du tout jouer en saison régulière, ne serait-ce qu'un tout petit peu, qui viennent apporter deux ou trois pièces, voilà, sur une ou deux séries pendant les playoffs. Moi, je pense qu'il va se servir uniquement qu'à ça parce que je pense pas qu'on puisse en faire quoi que ce soit de ce mec. Là, aujourd'hui, dans notre roster. Voilà, ils n'ont pas de signes autres qui peuvent nous intéresser comme la défense, un peu de playmaking. Lui, là, pour le coup, il a ni l'un ni l'autre, à moins que les stats me fassent mentir, mais il me semble avoir vu un petit bout sur ses stats et ça n'avait pas l'air d'être ça. C'est très friable en défense. En défense, je savais que c'était nul, mais c'était au niveau plutôt du playmaking. Et après, dans un sens, il n'a pas été utilisé comme ça au Warriors. Non, il est vraiment utilisé pour ses qualités de shoot et sur sa saison à la Nouvelle-Orléans, ça lui donnait un niveau moyen en playmaking. Par rapport aux autres arrières. Mais j'apporte l'inverse de ce que tu dis, Nas. Moi, je pense qu'il s'en sortira un peu plus en
en saison régulière. Qu'en Et par playoff. contre, ce sera très compliqué en playoff. Comme Adrien l'a dit lors d'un dernier podcast, je crois que c'était pour Darius Garland, où il disait que le but d'un joueur que tu sélectionnais, c'était que ces joueurs soient sur le terrain en playoff en fin de match. Et je suis pas convaincu que la faiblesse de Cook permette de l'avoir sur le terrain, quoi. Mais tu vois, moi, Cook, la question c'est, tu vois, tu parles des Warriors, mais aux Warriors, derrière Curry, il y avait personne au poste. Oui, ils avaient un banc qui était littéralement vide. Hein. Tu vois, il y avait Livingston et lui. Donc à partir du moment où il y en a un qui se blessait, et puis je crois que comme ils en ont raté des matchs, hein, aussi bien Livingston que Curry l'an passé. Curry, Donc Cook s'est retrouvé naturellement exposé. Nous, face à lui, et pour quelqu'un qui était en plus prolongé pour plus cher, Alex Caruso. Du coup, qui va prendre le pas sur qui? Pour moi, il y en a un de trop entre les deux, si tu veux. Tu vois, tu fais ou Caruso ou Quinn Cook, mais pas les deux. D'accord. Bah, de toute façon, compte tenu des meneurs qui restaient sur le marché au moment où Kawhi a annoncé sa décision, on n'avait plus beaucoup de choix de toute manière. Hein. Donc il fallait bien avoir 3 meneurs dans ton roster. Je pense à mon avis qu'on a. Oui, peut-être qu'il y avait mieux. Oui, bah. Surtout pour 3 millions, quoi. Je veux faire. Ça paraît pas grand-chose, mais un contrat au minimum te permet de recruter au-dessus du cap et. C'est ça, mais lui, du coup, ça rentre dans le cap. Non, mais bien sûr. On en a parlé. Il y avait Trey Burke, etc. Pour moi, il y avait Trey Burke. Moi, c'était un meilleur choix que Quinn Cook. Devin Harris. Encore toi, Clément, fumier. Après, on sera sûr au niveau du contrat. Juste pour revenir sur le contrat, il est garanti à hauteur de 1 million sur la deuxième saison. Donc peut-être qu'il sera coupé et qu'il ira voir ailleurs. On limitera la casse comme ça. On limitera peut-être la casse, ouais. Oui, après, c'est pas le contrat qui nous met dedans. Tu vois. Non. Mais tu vois, à partir du moment où on le rentre dans le cap, tu vois, il nous met moins dedans. Ah non, mais je suis bête. Non, je retire ce que j'ai dit. C'est pas le plus mauvais. Non, c'est KCP, c'est la grosse interrogation à 8 millions. C'est vraiment lui, pour moi, mon plus gros problème. Mais avec un Caruso à 5. Pourquoi pourquoi Cook à 3, quoi? Ouais, bien sûr. Bon, bah, à voir. On passe au suivant. Ouais. Son copain de Golden State, DeMarcus Cousins. Bah écoute. Attention, j'ai oublié Javel McGee avant qu'il y a ça. Oui, Javel McGee d'ailleurs, je l'avais pas mentionné au début. Non, c'est ça. Et j'avais presque oublié notre Javel national. Bah le bon vieux Javel. Comment il prend finalement? On connaît son contrat ou toujours pas? 4 millions et quelques, je crois qu'il. Ah non, c'est pas lui qui prend la room. Non, c'est pas lui. C'est pas lui qui prend la room finalement? Non, c'est Bradley qui va la prendre. C'est Bradley. Mais alors lui, il prend combien du coup? Et pareil, il prend 4 millions. Je crois qu'il avait signé pour 8 millions et demi, non, c'est ça, Adrien? Tu sais, Maggie. Non, Maggie, ouais, j'avais ça en tête, j'avais 4 millions, ouais. Ok. Ouais, je sais pas trop quoi dire sur Maggie pour le coup. En fait, Maggie, ça peut être inquiétant s'il y a que lui qui signe au poste de pivot. Tu fais aïe, là on est mal. Tu vois, on est mal. Ouais. Mais après, derrière, il y a quelqu'un qui te rassure un petit peu. Tu vois, tu te dis ah non, quand même, tiens, on fait ça. Tu vois, donc du coup, après, tu oublies un peu les 4 millions sur Maggie, alors que dans un monde pur et parfait, normalement, les 4 millions, tu dois les mettre sur Cousins, c'est le minimum sur Maggie, quoi. Tu vois. Cousins a pris 3,5 millions, tant mieux pour lui, merci à lui, mais. Tu vois, quand même pas déconner. Mais bon, écoute, on connaît le joueur. On connaît le joueur avec ses forces, ses faiblesses. Bon, j'ose espérer que cette année, il sera pas en surchauffe pendant les 15 premiers matchs pour ensuite disparaître des 60 suivants. Oui, voilà, c'est vrai. C'est défenseur de l'année, il a dit. Défenseur de l'année. Quelle inflammable. Non, mais pourquoi pas. De toute façon, à mon avis, quand Cousins sera de retour, il verra pas la lueur du 5 de départ, à mon avis. Donc il y a pire que de faire sortir ton banc Javel et Maggie, tu vois. Il y a pire. Oui, vraiment, c'est ça. Oui, le mot c'est qu'il y a pire que ça. Ouais. Sachant aussi qu'on a une option quand même Anthony Davis pour combler au poste 5 si vraiment Maggie se fait salir à l'intérieur. On a une solution, quoi, tu vois. Elle sera obligatoire de toute façon. Là, on va en reparler, on sera amené à en reparler, mais oui, Anthony Davis au poste 5, c'est évident qu'il va prendre beaucoup de minutes à ce poste-là. Sur les joueurs free agent de chez nous qui devaient être re-signés absolument par rapport à KCP, Rondo et compagnie, c'était lui qui fallait re-signer absolument et voilà. Et surtout pas Stephenson. Non. Big up à Lens si tu nous écoutes. On passe au suivant du coup, monsieur, je l'ai annoncé tout à l'heure, DeMarcus Cousins, saison, qui va se remettre, qui se remet d'ailleurs d'une terrible blessure au tendon d'Achille et dernièrement d'une déchirure du cuisse en playoff. Messieurs, qu'est-ce qu'on en pense de ça? Est-ce qu'on a signé le meilleur pivot de la ligue? Est-ce qu'on va rouler sur tout le monde? Est-ce qu'Anti-Basketix va s'acheter un maillot des Lakers?
Alors, est-ce qu'on a signé en fait, pour moi, on a signé en termes de pivot et probablement même en termes de free agency plus largement, je pense qu'on a signé le risk-reward le plus élevé. C'est-à-dire qu'en gros, le reward-risk le plus élevé. C'est-à-dire que on prend pas un risque énorme avec le salaire qu'on lui donne, mais par contre, le reward peut être vraiment énorme s'il décide de se remettre à jouer au basket et si son corps le lui permet, en fait, tout simplement. Parce que voilà, c'est des Marcus Cousins, je pense qu'on va pas refaire son CV avec les Kings, avec Nola, avec Davis. Faut pas oublier le facteur de la blessure qui l'a quand même bien amoché. Et à voir dans quel état il nous reviendra. Et pour moi, c'est vraiment une excellente signature. Pour moi, c'est vraiment une excellente signature pour son prix. Tout d'abord, parce qu'on lui paye quoi, 3,5 millions. Je veux dire, putain, il a gagné au loto ou quoi, le mec, pour demander que 3,5 millions. Mais c'est de l'abus. Moi, franchement, j'étais sur le cul quand on m'a dit ça, parce que je pense qu'il y avait des petits à mon avis, il voulait vraiment un Lakers parce qu'il y avait des petits marchés qui étaient prêts à lui donner le double, à mon avis, je pense, franchement, tu vois, parce que 3,5 millions, c'est rien quand tu compares les autres, même s'il est blessé. Même si ceci, même si cela, moi, DeMarcus Cousins, c'est pas une signature. Qu'est-ce qu'on peut espérer de DeMarcus Cousins, Adrien, selon toi, au niveau du roster? Honnêtement, le truc, c'est que les deux blessures qu'il se tape, on va dire elles sont pas anodines. Elles sont pas anodines, donc faut voir comment il va revenir. Maintenant, s'il ne fait qu'effleurer le joueur qu'il était aux Pelicans, c'est une super signature. Parce que ce qui est intéressant avec DeMarcus Cousins, c'est que c'était un pivot qui avait réussi, à l'instar de ces grands pivots qui ne shootaient pas et qui se sont mis un peu plus à shooter à 3 points, qui avait trouvé son... Ouais, il avait trouvé son petit shoot, ouais. C'est ça, ouais. Tu vois, l'adresse était vraiment pas dégueulasse. Et à mon avis, surtout le point, bon, on va pas revenir sur ses talents de finisseur, c'est un monstre, quoi, tu vois. S'il finit pas, il y a toujours faute sur lui, enfin, il provoque un nombre incalculable de lancers, il est monstrueux au poste. Mais un des endroits où il est sous-estimé et on en aura diablement besoin, exactement. Exactement. Ses qualités à la passe, bon, qui se payent avec des turnovers, il y en a pas mal, hein. Mais ses qualités à la passe, on a tellement peu de playmaking cette année dans le roster passé, le one-two punch en fait, que un DeMarcus Cousins qui est responsabilisé, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas que du spot-up en tête de raquette, hein, ça est plus mis dans le jeu, donc encore une fois, ça dépendra de comment Vogel va le responsabiliser, mais ça peut être une très très belle surprise. Ah bah ouais. Honnêtement, après, en termes de talent pur, après Davis, c'est lui, hein, le plus gros talent pur de notre free agency. Hein. Oui. Moi, sans aucun doute. Et de loin. Moi aussi. Pour 2 petites secondes, j'ai quand même marqué une pause, je me suis dit, oh là, il va où là? J'ai cru que t'allais dire meilleur talent de l'équipe. Après Anthony Davis, je me suis dit, oh là, putain, on va peut-être pas en oublier un quand même dans de notre free agency. Notre free agency, oui, carrément. Puis voilà, c'est pas grand chose dans l'absolu, mais ils ont joué ensemble en plus les deux, donc il y a une petite alchimie dans le vestiaire, une petite alchimie sur le terrain, et ça se passait bien. Sur le terrain, alors je dis pas les stats dans le détail, mais c'est très bien même ensemble. Ils étaient à plus 7,6 de net rating quand ils étaient ensemble, et les deux diminuent quand ils étaient chacun de leur côté. Mais parce que mine de rien, t'en as un sur le 4 et un sur le 5, en fait ils sont hyper complémentaires quand ils pensent, parce que n'importe lequel des deux peut se positionner en tête de raquette et prendre des tirs si besoin, n'importe lequel des deux peut pénétrer et faire mal si besoin. En défense, dès que Marcus Cousins, c'est pas trop ça en 1 contre 1, c'est pas trop ça en défense, même d'une façon plus générale, mais ça te fait une jolie tour de contrôle, double tour de contrôle dans ta raquette. C'est un duo qui est quand même assez intéressant, c'est sûr. Ouais, puis on va y venir à la défense, parce qu'il y avait quand même une inquiétude qui revient dans aux commentaires sur la signature. C'est la défense, et notamment la défense au sens large. Et il y a des choses que je partage pas forcément. Je pense que voilà, le manque de mobilité, notamment lié à ses blessures, c'est un paramètre à prendre en compte pour le staff de Vogel. Donc les switches automatiques, ça va être compliqué pour lui. Mais à l'intérieur, il se défend plutôt bien, les Marcus. Et toutes les stats, même Adrien se posait la question sur le Graze de B-Ball Index, toutes les autres stats montrent un joueur qui est efficace de ce côté-là, que ce soit le DPOE, que ce soit le PIPM, et même le net rating, où en fait tous les Warriors, tous ses coéquipiers des Warriors ont un meilleur defensive rating quand il est sur le parquet. Voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Alors forcément, ce sera pas le 10 point l'année prochaine, le défenseur de l'année, mais je pense que voilà, ses forces et ses faiblesses ne sont pas là où les gens les pensent aujourd'hui. C'est plus le DeMarcus de Sacramento, voilà, qui était vachement et excellent en attaque, et
qui en foutait pas forcément une en défense. Là, c'est plutôt inversé. Ouais, après, il faut aussi remettre un peu dans le contexte. Il n'avait pas le même rôle aux Warriors. Tout à fait. Et il aura un rôle plus proche de celui des Warriors que de celui des Kings, de toute façon. Oui, donc, ça c'est sûr. C'est évident. Ouais. Et toujours pareil, sous réserve qu'on récupère un DeMarcus Cousins qui puisse jouer même sur une jambe, quoi, aussi, parce que c'est vrai que c'est la frayeur. Après, voilà, à 3,5 millions, c'est pas non plus c'est pas non plus le risque du siècle, je trouve. J'ai pas envie de te dire que c'est presque inespéré. Bah oui, mais c'est ce que je te disais. Putain. Je suis étonné qu'il n'y ait pas un petit marché qui lui proposait le double ou le triple pour venir, tu vois, c'est dingue quand même qu'on se retrouve à choper un joueur pareil pour aussi peu, quoi. Ce qui fait qu'à mon avis, tu vois, un DeMarcus Cousins, c'est comme Danny Green. C'est des mecs qui attendaient de voir comment évoluer un petit peu les rosters et qui veulent jouer quelque chose l'année prochaine. Je pense aussi. C'est question rhétorique, messieurs, titulaire? Ah oui, bien sûr, sans aucun doute. Oui, quand il revient, Quand il revient, oui. Après, on n'a pas on peut pas tabler sur son retour encore. Je sais pas, on en a pas trop entendu parler. Il sera pas là pour le début de la saison, ça c'est certain. Mais on a une idée à peu près de quand est-ce qu'il vient. Moi, une fois, j'avais lu, je crois au mois de janvier ou février, mais ça fait loin quand même, hein, si c'est janvier-février. J'ai pas d'infos dans ce sens-là. Je suis désolé pour le coup. Non, mais ouais. À voir quand il revient, mais bien sûr, une fois prêt à jouer, il va être titulaire. Il va peut-être pas jouer 35 minutes tout de suite, mais il sera titulaire, c'est certain. Oui, comme tu l'as dit, il y aura Javel McGee et puis il y aura Anthony Davis qui pourra prendre des minutes en 5 et qui va prendre des minutes en 5 d'ailleurs. Hein. Oui, bah, la construction de roster, je pense. Hein. Ouais. Est-ce qu'on passe au suivant, messieurs? Ouais. Rajon Rondo. Bah, coéquipier de mémoire de Marcus Cousins aussi au week-end. Ouais. Ça se passait tellement bien qu'ils avaient des stats affreuses. On va y revenir. Qui veut donner son avis en premier sur Rajon Rondo? Bah, Adri, vas-y si tu veux, rapide, Rondo. Le cas Rajon Rondo est très très problématique. Parce que tu m'aurais demandé ce qu'on en faisait à la fin de la saison, c'était allez vas-y, va-t'en le plus loin possible, va-t'en en Chine, va-t'en dans les Philippines, va-t'en où tu veux, mais va-t'en de Los Angeles. Après, vu comment a viré notre free agency et la situation au poste 1, et notamment on en parlait, donc le déficit en playmaking global dans le roster, est-ce que le retour de Rajon Rondo pour le minimum, hein, surtout, faut voir ça, hein, voilà, c'est plus de 9 millions quand même hein, qui prend l'escroc, hein, c'est juste le minimum. Bon, dans le cas où tu construis une second unit ou des rotations qui soient, on va dire, un petit peu cohérentes avec lui, c'est-à-dire en gros que des gros shooters, quitte à aller avoir une espèce de micro rotation avec que du shoot et zéro défense. Ma foi, écoute, c'est ce que je veux dire. Sur 3 minutes. Voilà, c'est ça, voilà, sur 3-4 minutes max, tu vois, dans le match. Ma foi, pourquoi pas, mais pas plus que ça. Enfin, pas plus que ça. On a vu le joueur. Moi, ce que je trouve problématique avec Rondo, c'est qu'il n'est pas du tout LeBron compatible et qu'on le re-signe, malgré tout ça. C'est ça qui m'écœure, quoi. Franchement, c'est ça que je comprends pas. Je vais aller plus loin, là, il est pas Cousins compatible et Anthony Davis compatible, selon les stats. Et c'est vraiment étonnant parce que les gens ont cette mémoire de la saison aux Pelicans où forcément ça marchait bien. Player Rondo. Ouais, mais du coup, Cousins et Anthony Davis, ça marchait bien mieux quand ils étaient ensemble qu'avec Rajon Rondo derrière. Rondo avait un net rating dégueulasse avec tous les coéquipiers, si ce n'est le mec du banc, Solomon Hill et compagnie, quoi. Ah, tu vois. C'était pareil la saison dernière. Et comme tu le dis, incompatible avec LeBron. Et c'est ça qui m'a un peu effrayé. J'avais rebondi sur le compte suite à sa signature, puisque tout le monde se félicitait d'avoir signé un playmaker de génie, un leader, un grand défenseur. Et on en parlait quand même. Non, mais c'est vrai, à ce moment-là, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, on en parlait comme un titulaire, parce que il y avait Quinn Cook en face. Ouais. Dans la logique, nous, on évoquait le cas de Caruso en titulaire, et je pense pas que Vogel était prêt à tenter ça. Mais Rajon Rondo en titulaire, voilà, ça me refroidit. Ça me fait peur aussi, moi aussi, franchement. C'est vrai, comme tu dis, Henry, faut relativiser en disant que c'est que le minimum et qu'on peut se dire que peut-être que si vraiment, en fait, on peut lui souhaiter d'être vraiment médiocre sur les 20 premiers matchs de la saison et qu'il le foute au trou et qu'on n'en entende plus parler. Ça, c'est un motif d'espoir, c'est clair, pour le prix. Mais moi, ça me fait quand même chier, quoi. Ça me fait quand même chier. Qu'on choisisse la facilité dans le recrutement, la facilité et pas l'efficacité dans le recrutement, et qu'on se dise, allez, on va remplir les rondos, même pour moins cher, on va remplir les rondos. Alors qu'on a vu que ça a très très mal marché la saison dernière, et voilà quoi, il a rien bonifié du tout. Là en plus tu me dis que niveau stats,
c'était un peu du flouk avec Davis, Cousins, etc. Ouais, pour moi cette signature elle est incompréhensible. Elle est incompréhensible et je trouve qu'elle est dommage parce que on va se priver de certaines choses pour continuer de refaire jouer ce mec. Et s'explique par la tournure comme le disait Adrien, de la tournure de la free agency. Oui. Au moment où le gros playmaker qu'on visait, c'était Darren Collison. Il a préféré c'est respecter sa foi et il est parti vivre sa vie de témoin de Jéhovah, quoi. C'est vrai quand je vais te dire respecter sa foi, putain, j'en ai marre, on va finir en enfer, les gars. Ouais. Non, mais après, bonjour à Darren Collison. Non, mais ouais, c'est sûr que des options, il n'avait pas 150 devant nous. Mais, tu vois, il y a beaucoup d'options, même pourries, que j'aurais préféré à la place de Rajon Rondo. Ouais. On va se rassurer en se disant que c'était le minimum. Et qu'il va finir 7e ou 8e joueur de la rotation. J'espère qu'il sera pas titulaire parce que sinon, putain. Non, c'est impossible que tu le mettes titulaire en disant que LeBron va être le poste 1. Il faut forcément un mec pour défendre sur le meneur adverse. Et Rajon Rondo, la saison dernière, a été caché sur les tireurs parce que c'est une pine pour défendre dans les pick and roll. Vraiment, il y a 15% des joueurs qui défendent moins bien le pick and roll que Rajon Rondo. Mais il est incapable de switcher, ce mec. Il comprend. Des fois, tu te demandes défensivement si c'est comment fonctionne un écran, si on lui a déjà appris comment ça fonctionne. C'est pas qu'il comprend pas, c'est qu'il fait plus du tout les efforts. Non, c'est ça. Non, mais oui, mais il y a une question d'effort, ça fait aucun doute. Il en a plus rien à foutre. Ouais, mais il y a des problèmes de placement, tu vois, qui sont fatigué, il ne veut plus se fatiguer à faire ça. Et ça fait depuis longtemps qu'il ne veut plus se fatiguer. Déjà, la dernière saison au Boston Celtics, il avouait lui-même. Il disait, voilà, maintenant c'est le gamin, en parlant de Avery Bradley, qui fait tout le boulot. Moi, tranquille. Donc voilà, ouvrez les yeux sur Rajon Rondo, encore les 2-3 fans là, qui restent. Non, après c'est sûr que si vraiment on veut faire dans le casual et dans le truc, on peut quand même lui prêter des talents à la passe parce que ça a jamais été ça a quand même été un passeur talentueux à l'époque, tu vois, et même pas si trop loin que ça. Je parle pas en termes de volume de passe, mais je parle simplement en intelligence, tu vois, de passe, et des fois il sort des belles galettes, tu vois, faut le dire, mais ça reste trop peu, ça reste trop peu pour nous, pour ce qu'on attend vraiment d'un meneur de jeu qui peut venir un peu alimenter, donner un peu de jus à ce banc par exemple, etc. Tu vois, c'est ça qui moi me dérange avec la signature. En fin de compte, c'est que c'est trop peu, c'est trop mec, c'est trop light, et ça m'énerve, quoi, c'est tout. Tu vois, on aurait enregistré ce podcast il y a 2 jours avant la signature d'Avery Bradley et l'annonce que LeBron serait le poste 1 en attaque. On aurait été, je pense, encore plus dégoûté. Ouais, je pense que je l'aurais déglingué parce que Rondo. Non, mais en plus, ça peut paraître méchant, mais ça répond aussi, comme je disais, au danger de le voir à la main titulaire, alors que tu as besoin d'un meneur qui est capable de défendre, d'étirer le jeu et de prendre tous les shoots qui lui sont offerts, et d'être un playmaker, mais un playmaker secondaire, un deuxième porteur de balle. Et c'est pas vraiment le profil de Rondo. Je pense qu'il s'éclatera plus avec Maggie en rim runner et des shooters autour. Voilà, avec Kuzma pour couper, avec des shooters comme KCP autour pour s'impliquer en sortie de banc et limiter l'impact négatif qu'il peut avoir. On lui souhaite d'avoir un impact positif, mais bon, j'y crois pas trop vu les dernières saisons. Mais voilà, ça ira pas plus loin que ça. Je pense pas que Rondo sera titulaire, et même, tu vois, pour regarder les insiders, les spécialistes comme Laurent 82 Italia, qui est fan de Rondo et qui n'en parle pas comme un titulaire, tu vois, il en parle maintenant comme un 6e homme, même lui se rend compte que c'est pas logique de le titulaire. Non, mais c'est vrai, mais tu vois, je suis dans ma bonté, c'est mon jour de bonté aujourd'hui, tu vois. Même lui reconnaît que c'est pas une bonne chose de le mettre titulaire, donc dans un sens, on est d'accord. Si Laurent Italia veut qu'on fasse sortir Rondo du banc, on va faire sortir Rondo du banc. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste là encore du coup? Avery Bradley. Ah oui, Avery Bradley. Et ouais, dernier arrivé dans le groupe. Le petit dernier. Sans doute déjà titulaire. C'est ça. Donc, room exception avec une 2e année en option. Il a été coupé par Memphis il y a peu. Et donc on saute sur l'occasion. Messieurs, votre avis sur cette signature? Moi, ça m'emballe pas des masses. Hein. Ah. Ça m'emballe pas des masses parce que honnêtement, c'est comme tu veux quand on signe KCP. Tu vois, la première fois, hein, pour le 17 millions. Est-ce qu'on ne se méprend pas sur le joueur qui est actuellement Avery Bradley? Si, totalement. Ouais, tu vois. Donc partant de là, si tu as un joueur qui shoot plus si bien que ça et qui fait plus grand chose en attaque et qui ne défend plus, pourquoi tu l'as fait venir? Ouais. C'est une question que je pose comme ça. Hein. Ouais, non.
Et tu reprends un peu toutes les signatures, c'est combien? C'est 6 arrières qu'on signe quand même là sur la on en a pas. Ouais, après. Ouais, il y en a peut-être. Vas-y. Il y en a peut-être un de trop hein, dans tout ce monde-là. Ouais, 6 arrières, en fait, il y en a 7, puisqu'il y a 3 Libanais. Ouais, donc, après, ça fait beaucoup. Hein. Après, on peut se consoler en disant que Daniel stretch pas mal en 3 et que lui peut être un combo garde, tu vois. Mais... Et puis on va tenter forcément KCP et Green sur le terrain ensemble. Donc à un moment. Non. Ouais. Mais oui, je suis un peu d'accord avec toi, Adri, pour le coup, sur la signature de Bradley. Tu vois, pour moi, c'est ou Bradley ou KCP. Mais les deux, c'est quoi l'intérêt? Mais l'intérêt, c'est de mettre Avery Bradley en 1. Ouais. Appréciez mon accent anglais totalement pourri. Et pour défendre sur les meneurs. Le souci, c'est que, comme tu l'as dit, on est loin du Bradley qui était au Celtics, voilà, qui était capable de shooter à 3 points et défendre en même temps. Ouais, parce que là, ces dernières saisons, c'était assez régulier. Un coup, il y avait le shoot au-dessus de la moyenne. Un coup, c'était la défense qui était à peu près correcte. Le playmaking qu'il avait au Celtics, il apparaît de temps en temps sur les dernières saisons, mais c'est ponctuel. C'est un gros pari. Et je pense que c'est un plus gros pari que Cousins, par exemple. Oui, si ça fonctionne, franchement, c'est l'addition parfaite à la main, puisque voilà, il n'emmerdera pas LeBron dans la création, il défendra son arrière et il pourrait tirer le jeu. Mais par contre, c'est pas dit que ce soit justement la si bonne surprise que ça. Voilà. Bon, on lui souhaite quand même. Moi, j'aimerais bien. Ah ouais, moi aussi, si on pouvait retrouver ne serait-ce que les 2 tiers du joueur qu'il était au Celtics, on serait déjà bien content, tu vois. Bon, en tout cas, c'est un joueur qui est quand même un peu en perdition depuis un petit moment. Peut-être que ça va le motiver de jouer avec LeBron et avec Anthony Davis et avec Kyle Kuzma. Voilà. Et Rajon Rondo, de retrouver son pote Rajon. Voilà, salut Rajon Rondo. Mais ouais, peut-être que ça va le remotiver, peut-être qu'il va donner un peu plus et qu'il va jouer. On verra. On a fait le tour, messieurs, avec les jeunes signés pour le moment. Dernière question. On a 14 joueurs sous contrat, donc en comptant le rookie Talen Horton-Tucker. Ouais. Qui peut-on espérer pour compléter ce roster, messieurs? Est-ce que vous avez un nom, 2 noms à suggérer, peut-être 3, 4? Qui dit mieux? Moi, j'en ai pas qui a 34, c'est sûr. Je sais plus qui reste au poste 4, par exemple. Jordan Hill, peut-être, toujours vivant. Il est toujours vivant, il est sur sa moto, il vit sa vie. D'ailleurs, juste une petite aparté à faire. Ou à Maveste de Maillard, si tu veux. Ouais. À la main, vous aurez préféré tenter Jeremy Lin ou Quinn Cook ou Rondo? Rondo. C'est terrible. Ah ouais. C'est dur, hein. Ça dépend pourquoi faire. Hein, mais toi, Adri? C'est la même chose. Mais tu es avec LeBron à côté? Bah ouais, un meneur qui va être utile pour les Los Angeles Lakers. Quel meneur qui serait le plus utile pour les Los Angeles Lakers? Oh putain, ça c'est dur. Jérémy Lin. Ouais, moi je dis Jérémy Lin. Pareil. Bref. Ceci étant dit, pour les 4 qui restent, non, moi je vois même plus. Enfin, je vois plus trop de 4 restants. Non, tu vois, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Non. Enfin, de 4 intéressants, j'entends. Donc c'est compliqué, ouais. J'ai envie de te dire, ça sera soit, pour ma part, hein, si je vais prendre la parole sur ce sujet, ça sera soit Iggy, si Memphis le libère. Si Memphis le coupe. Même si ça fera encore l'énième arrière, encore que lui, bon, il peut jouer quand même, c'est un swingman. Non, lui, il joue ailier quand même, ouais, il peut. Ouais, mais ouais. Ou alors peut-être à ce moment-là dans une espèce de small ball floor, peut-être, qu'on sait jamais. Sinon, une des bonnes surprises du training camp et visiblement de la Summer League. Alors, je crois qu'on est particulièrement bidon cette année en Summer League. Ah, on est nul. On est voilà. Mais Kekok qui tu vois, dans ce rôle de energizer en sortie de banc, un profil qu'on n'a pas, donc pourquoi pas lui. Moi j'avais Iggy aussi sur la liste. Ouais, moi aussi j'avais Iggy sur la liste. Sa défense, pour son playmaking aussi, quand même. Eh oui. Ça va être phénoménal quand même. Parce que tu vois, sur nos 3 plus gros playmakers, mis à part Rondo en sortie de banc, tu vois, ça sera LeBron, Anthony Davis, DeMarcus Cousins et Andre Iguodala. Ouais. que des ailiers front court. Et le deuxième, c'était un peu plus, pour moi, ça manque d'un ailier. Et j'avais Thabo Sefolosha pour le free and D. Mais ça peut se rajouter à d'autres. Mais je vois plus en 3 que KCP et Danny Green. Sefolosha, j'avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est sympa. C'est vrai que c'est sympa. En deuxième fois, après Iggy. Oui, voilà. Vraiment, le premier, c'est Iguodala. Faites pas vos putes, Memphis. Libérez-le. Libérez Bobby Shmurda et libérez Iguodala. Mais ouais, il dit pareil, j'ai pas beaucoup d'autres choix. Faut voir si Memphis se décide à le couper. Et alors je pose la question, c'est à l'heure actuelle, c'est quoi le 5 type chez nous?
Bah moi tu vois, je préfère starter je sais pas, putain, non, je préfère starter Caruso à Bradley, mais c'est tellement pas ça en défense qu'en fait c'est tellement c'est pas bon quoi. Si c'est non. En fait Caruso c'est vrai que beaucoup de gens je pense que beaucoup de gens le voient Khalif à la place du Khalif. Moi j'ai quand même des questions, même si c'est un joueur que j'aime beaucoup, j'ai quand même des questions sur défensivement, est-ce qu'il va tenir la baraque si c'est LeBron qui doit avoir la balle et qui va défendre sur ce putain de meneur adverse quoi. Si ce sera pas LeBron, ça c'est sûr. Non, ce sera peut-être Danny Green, mais du coup si t'as un bon guard derrière, comment tu fais? Enfin, beaucoup de questions sans réponse. Non, mais allez, moi je vais partir sur un 5. Bradley, Danny Green évidemment, LeBron James, Anthony Davis et Cousins. Ça c'est sous réserve que Cousins revienne. Ouais. Si Cousins ne revient pas, là je t'avoue que c'est le choix. Franchement, c'est la question à $1 million. Hein. Moi je sais pas comment construire ce roster. Je pense que ce sera pas compliqué. Si Cousins ne revient pas, ça va être Kuzma en 4 et Anthony Davis en 5. Tu vois Kuzma starter. S'il n'y a pas Cousins, ouais, totalement. Ouais, je pense aussi. Mais alors du coup, ça serait la meilleure solution, hein, vraiment. Non, ce serait la meilleure solution, mais on est vraiment parti pour avoir un banc qui va scorer 10 points par match, quoi, tu vois, si on part comme ça, quoi. On a KCP, hein. Ouais. Bah, du coup, ouais, vous feriez starter, pardon, en parce que c'est la question, c'est réellement sur le 1. Bradley. Bradley. Ouais, c'est ça. Ce sera Bradley. Et si, par contre, ou le mec qui affichera les meilleurs pourcentages à 3 points à ce poste de faux numéro 1. Donc, ouais, mais Quick en défense, c'est beaucoup trop léger. Rondo, pareil, pour les faire starter mais tu vois, un match de NBA, tu vois. Allez, on va faire un match à 3 entre KCP, Bradley et Caruso. Ouais. Je pense que ça peut se jouer entre ces 3-là pour être titulaire. Oui, c'est vrai que t'as raison. KCP a joué un peu en 1 en plus la saison dernière. Ouais, c'est en faux numéro 1, tu vois. En faux numéro 1. Qui peut aller sur le meneur adverse. Et qui demandera pas la balle et qui restera dans son corner gentiment. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'avais oublié ce choix-là, mais ouais, effectivement. Ce que j'espère, comme tu disais tout à l'heure, pour revenir sur Caruso, par contre, j'aimerais qu'on lui laisse sa chance. Ouais, moi aussi. Ça avait été évoqué sur Twitter avant la signature d'Avery Bradley. Je reviens sur Bradley, je vais pas réussir à le dire celui-là. On dit qu'il est Celtics de merde. Depuis la signature de Bradley, il avait été évoqué le choix de titulaire. En fait, les mecs réclamaient de se battre à armes égales et que Caruso ne soit pas jugé sur son nom, mais sur son niveau par rapport à Rondo. Et je pense vraiment que Caruso, sur les dernières saisons, c'est pas juste une simple surprise de fin de saison où on fait un peu de stats parce qu'on a du temps de jeu. Il va apporter quelque chose cette année. Non, il a un petit quelque chose. Moi, c'est physiquement, moi, que j'ai peur pour ce mec. C'est physiquement, dans l'impact, parce que voilà, claquer des dunks ouverts et tout, ça, c'est mignon, ça fait des photos, tu vois, mais je trouve quand même que parfois, c'est un peu léger. En défense, je trouve qu'il se fait bouger trop facilement. Faut voir. C'est ça. Tiens, quand tu commences à avoir des stats ronflantes sur une fin de saison où tous les effectifs sont décimés, notamment le tien, tu vois, ça fausse un petit peu quand même la perception. Non, c'est sûr. C'est sûr. Non, il a un talent à la passe qui pour moi est indéniable, à la main même plus largement, tu vois. Je pense que c'est un meneur intelligent, mais il a quelques limites que j'espère auxquelles il va pallier, j'espère. Voilà, pour le cas Caruso. Très bien, messieurs, on va finir sur ça. Ouais. Un petit mot de la fin. Adri, après toi. Non, je dirais que en bilan de tout ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses dont on a dit qui vont reposer sur la qualité du coaching staff et comment le coaching staff va réussir à faire jouer tout ce beau monde. Il y a créé une alchimie et j'ai envie de dire c'est peut-être la prochaine. La prochaine vigilance qu'on doit avoir, c'est comment on va remplir les derniers spots dans le coaching staff, sachant que pour l'instant, c'est quand même pas terrible. Ouais. C'est ça qui fait un peu peur. Qui va coordonner, en fait, tous ces mecs? C'est ça. Qui va trouver les bons systèmes pour optimiser à chaque fois avec cette espèce de contrainte, d'un playmaking limité et des mecs qui vont avoir besoin, comment dire, d'être mis dans les meilleures dispositions pour exprimer, comment dire, leur talent, en l'occurrence au tir. Hein. Voilà, quels sont les gars, on va dire, ou les dames, hein, qui vont réussir à trouver ça depuis le banc de touche. Ouais. Pour moi, c'est la dernière grosse interrogation, et pas des moindres, qui reste avec ce roster. Nas, à ton mon tour. petit mot de la fin, du coup, toujours un grand merci à tous ceux qui nous écoutent. Un peu plus nombreux qu'à l'accoutumée, faut souligner. La gloire. Ouais, bientôt la YouTube Money. On passe de 350 viewers à 450. Merci à vous tous.
Non, à part ça, ouais, bah, merci toujours de nous suivre. C'est vrai que notre compte marche plutôt bien en ce moment. On dit ça en plein milieu d'une espèce de longue Discord qui a eu lieu ce matin, notamment après l'un de mes tweets concernant le fan de Kawhi. Bon, moi, je pense qu'on peut prendre une petite minute pour en parler sur le pod. Merci déjà à tous ceux qui nous ont témoigné un peu quelques messages de soutien. On en a reçu quand même beaucoup. C'est super sympa de votre part. Moi, c'est vrai que voilà, vous nous entendez en podcast. Je pense que vous voyez, on n'est pas des gens qui sont là pour être mauvais gratuitement envers d'autres personnes et tout. C'est vrai que à la base, tout partait vraiment littéralement d'une vanne qui a mal tourné pour des raisons qui nous étaient un peu qui n'étaient pas inhérentes en fait à nous, tout simplement. Mais voilà, le sujet est clos concernant ce garçon. On a discuté avec lui et voilà, tout ira pour le mieux, j'espère. Mais voilà, non, merci à tous et puis à bientôt pour le prochain pod. Et moi, je remercie le réseau internet de Raka qui nous a permis d'avoir Adrien en liaison aujourd'hui. Allez, bonne soirée les gars. Bonne soirée à tous. Allez, à bientôt. Ciao.